Voyage au centre de la Terre. Chapitre 43. Oui, affolé. L'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses, parcourait tous les points du cadran et tournait comme si elle eût été prise de vertige. Je savais bien que, d'après les théories les plus acceptées, l'écorce minérale du globe n'est jamais dans un état de repos absolu. Les modifications amenées par la décomposition des matières internes, l'agitation provenant des grands courants liquides, l'action du magnétisme tendent à l'ébranler incessamment, alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation. Ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé, ou du moins il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible. Mais d'autres faits certains, détails sui generis, ne purent me tromper plus longtemps. Les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité. Je ne pouvais les comparer qu'au bruit que ferait un grand nombre de chariots entraînés rapidement sur le pavé. C'était un tonnerre continu. Puis, la boussole affolée, secouée par les phénomènes électriques, me confirmait dans mon opinion. L'écorce minérale menaçait de se rompre, les massifs granitiques de se rejoindre, la fissure de se combler, le vide de se remplir, et nous, pauvres atomes, nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte. « Mon oncle, m'écriai-je, nous sommes perdus. »« Quelle est cette nouvelle terreur ?» me répondit-il avec un calme surprenant. « Qu'as-tu donc ?»« Ce que j'ai. Observez les murailles qui s'agitent, ce massif qui se disloque, cette chaleur torride, cette eau qui bouillonne, ces vapeurs qui s'épaississent, cette aiguille folle, tous les indices d'un tremblement de terre. » Mon oncle secoua doucement la tête. « Un tremblement de terre, fit-il ? » ?»« Oui. »« Mon garçon, je crois que tu te trompes. »« Quoi ? Vous ne reconnaissez pas ces symptômes ? » ?»« D'un tremblement de terre ? » ?»« Non, j'attends mieux que cela. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Une éruption, Axel. »« Une éruption ?» dis-je. « Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité. »« Je le pense, » dit le professeur en souriant. « Et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. » De plus heureux ? Mon oncle était-il devenu fou ? Que signifiaient ces paroles ? Pourquoi ce calme et ce sourire ? Comment ? M'écriai-je. Nous sommes pris dans une éruption. La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes, des roches en feu, des eaux bouillonnantes, de toutes les matières éruptives. Nous allons être repoussés, expulsés, rejetés, vomis, lancés dans les airs avec les quartiers de roc, de pluie de cendres et les scories dans un tourbillon de flammes, et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. Oui, répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes, car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la Terre. Je passe rapidement sur les 1000 idées qui se croisèrent dans mon cerveau. Mon oncle avait raison, absolument raison. Et jamais il ne me parut ni plus audacieux ni plus convaincu qu'en ce moment, où il attendait et supputait avec calme les chances d'une éruption. Cependant, nous montions toujours. La nuit se passa dans ce mouvement ascensionnel, les fracas environnants redoublaient. J'étais presque suffoqué, je croyais toucher à ma dernière heure, et pourtant, l'imagination est si bizarre que je me livrais à une recherche véritablement enfantine. Mais je subissais mes pensées, je ne les dominais pas. Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive sous le radeau. Il y avait des eaux bouillonnantes, et sous ces eaux, toute une pâte de lave, un agrégat de roches, qui, au sommet de ce cratère, se dispersait en tous sens. Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan, pas de doute à cet égard. Mais, cette fois, au lieu du Sneffels, volcan éteint, il s'agissait d'un volcan en pleine activité. Je me demandais donc quelle pouvait être cette montagne et dans quelle partie du monde nous allions être expulsés. Dans les régions septentrionales, cela ne faisait aucun doute. Avant ces affolements, la boussole n'avait jamais varié à cet égard. Depuis le cap Saknussemm, nous avions été entraînés directement au nord pendant des centaines de lieues. Or, étions-nous revenus sous l'Islande ? Devions-nous être jetés par le cratère de l'Éclat,
ou par ceux des 7 autres monts ignivomes de l'île. Dans un rayon de 500 lieues à l'ouest, je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de l'Amérique. Dans l'est, un seul existait sous le 84e degré de latitude l'est, dans l'île de Jan Mayen, non loin de Spitzberg. Certes, les cratères ne manquaient pas, et ils se trouvaient assez spacieux pour vomir une armée tout entière. Mais lequel nous servirait d'issue ? C'est ce que je veux chercher à deviner. Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra. Si la chaleur s'accrut au lieu de diminuer aux approches de la surface du globe, c'est qu'elle est toute locale et toute due à une influence volcanique. Notre genre de locomotion ne pouvait plus me laisser aucun doute dans l'esprit. Une force énorme, une force de plus d'une centaine d'atmosphères, produite par les vapeurs accumulées au sein de la Terre, nous poussait irrésistiblement. Mais à quels dangers innombrables elle nous exposait. Bientôt, des reflets fauves pénétrèrent dans la galerie verticale qui s'élargissait. J'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds, semblables à d'immenses tunnels d'où s'échappaient les vapeurs épaisses, des langues de flammes en léchaient les parois en pétillant. « Voyez, voyez mon oncle !» m'écriai-je. « Eh bien, ce sont des flammes sulfureuses, rien de plus naturel dans une éruption. » « Mais si elles nous enveloppent ?»« Elles ne nous envelopperont pas. Mais si nous étouffons ?»« Nous n'étoufferons pas. La galerie s'élargit, et s'il le faut, nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelques crevasses. » « Et l'eau montante ?» »« Il n'y a plus d'eau, Axel, mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère. » La colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assez denses, quoique bouillonnantes. La température devenait insoutenable et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eût marqué plus de 70 degrés. La sueur m'inondait. Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été certainement étouffés. Cependant, le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau, et il le fit bien. Ces quelques poutres mal jointes offraient une surface solide, un point d'appui qui nous eût manqué partout ailleurs. Vers 8 heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois. Le mouvement ascensionnel cessa d'un coup. Le radeau demeura absolument immobile. « Qu'est-ce donc ?» demandai-je, ébranlé par cet arrêt subi par un choc. « Une halte ?» répondit mon oncle. « Est-ce l'éruption qui se calme ?» J'espère bien que non, je me levai. J'essayai de voir autour de moi. Peut-être le radeau, arrêté par une saillie de roc, opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive ? Dans ce cas, il fallait se hâter de le dégager au plus vite. Il n'en était rien. La colonne de cendres, de scories et de débris pierreux avait elle-même cessé de monter. « Est-ce que l'éruption s'arrêterait ?» m'écriai-je. « Ah !» fit mon oncle, les dents serrées. « Tu le crains, mon garçon. Mais rassure-toi, ce moment de calme ne saura se prolonger. Voilà déjà 5 minutes qu'il dure, et avant peu nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère. » Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre, et il devait avoir encore raison dans ses pronostics. Bientôt, le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura 2 minutes à peu près, et s'arrêta de nouveau. « Bon, » fit mon oncle, en observant l'heure, « dans 10 minutes, il se remettra en route. » 10 minutes ? Oui, nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente. Il nous laisse respirer avec lui. Rien n'était plus vrai. À la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une suprême rapidité. Il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être projeté hors du radeau. Puis, la poussée s'arrêta. Depuis, j'ai réfléchi à ce singulier phénomène sans en trouver une explication satisfaisante. Toutefois, il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan, mais bien un conduit accessoire où se faisait sentir un effet du contre-coup. Combien de fois se produisit cette manœuvre, je ne saurais le dire.
Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'à chaque reprise du mouvement, nous étions lancés avec une force croissante et comme emportés par un véritable projectile. Pendant les instants de halte, on étouffait. Pendant les moments de projection, l'air brûlant me coupait la respiration. Je pensais un instant à cette volupté de me retrouver subitement dans une région hyperboréenne, par un froid de 30 degrés en dessous de zéro. Mon imagination surexcitée se promenait sur les plaines de neige des contrées arctiques, et j'aspirais au moment où je me roulerais sur les tapis glacés du pôle. Peu à peu, d'ailleurs, ma tête, brisée par ces secousses réitérées, se perdit. Sans les bras de Hans, plus d'une fois, je me serais brisé le crâne contre les parois de granit. Je n'ai donc observé aucun souvenir précis de ce qui se passa pendant les heures suivantes. J'ai le sentiment confus de détonation continue, de l'agitation du massif, d'un mouvement giratoire dont fut pris le radeau. Il ondula sur des flots de lave, au milieu d'une pluie de cendres. Les flammes ronflantes l'enveloppèrent. Un ouragan qu'on eût dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains. Une dernière fois, la figure de Hans m'apparut dans un reflet d'incendie, et je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs. Chapitre 44. Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé, plutôt, par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne, à 2 pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eût précipité. Hans m'avait sauvé de la mort pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous » demanda mon oncle, qui me parut fort irrité d'être venu sur terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. « En Islande, dis-je ? » ?»« Neige, répondit Hans. « Comment non ?» s'écria le professeur. « Hans se trompe, dis-je en me soulevant. Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône ouvert, des neiges éternelles au milieu des arides déserts des régions septentrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au-delà des latitudes les plus élevées, et, contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle l'Islandais et moi nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait dans ses feux. Je ne voulais pas en croire mes regards, mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à demi-nus du cratère, et l'astre radieux auquel nous n'avions rien demandé depuis 2 mois se montrait à notre égard prodigue de lumière et de chaleur, et nous versait à flots une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont il avait perdu l'habitude, je les employai à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitzberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément. Le professeur avait le premier pris la parole et dit « En effet, voilà qui ne ressemble pas à l'Islande. »« Mais l'île de Jan Mayen ?» répondis-je. « Pas davantage, mon garçon. Ceci n'est point un volcan du Nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige. »« Cependant... » »« Regarde, Axel, regarde. Au-dessus de notre tête, à 500 pieds ou plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait de quart d'heure en quart d'heure, avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes, mêlée de pierres ponces, de cendres et de lave. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ses énormes évents. Au-dessous, et par une pente assez froide, les nappes de matières éruptives s'étendaient à une profondeur de 7 à 800 pieds, ce qui ne donnait pas au volcan une hauteur de 100 toises. Sa base disparaissait dans une véritable corbeille d'arbres verts, parmi lesquels je distinguais des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir.
Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieues à peine. Au levant, se voyait un petit port précédé de quelques maisons et dans lequel des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots bleus. Au-delà, des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide, et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient à l'horizon. Sur les unes se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse conformation. Sur les autres, plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'eau étincelait sous les rayons solaires, laissant poindre çà et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent. L'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés. « Où sommes-nous ? Où sommes-nous » répétai-je à mi-voix. Hans fermait les yeux avec indifférence, et mon oncle regardait sans comprendre. « Quelle que soit cette montagne, dit-il enfin, il y fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas, et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. Descendons et nous saurons à quoi nous en tenir. D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. » Décidément, le professeur n'était point un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues, je serais resté à cette place pendant de longues heures encore. Mais il fallut suivre mes compagnons. Le talus du volcan offrait des pentes très raides. Nous glissions dans de véritables fondrières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causais avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en paroles. « Nous sommes en Asie, m'écriai-je, sur les côtes d'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. »« Mais la boussole, répondit mon oncle. »« Oui, la boussole, dis-je d'un air embarrassé. À l'en croire, nous avons toujours marché au nord. »« Elle a donc menti ?»« Oh, menti. À moins que ceci ne soit le pôle Nord. »« Le pôle ? Non, mais... » Il y avait là un fait inexplicable, je ne savais qu'imaginer. Cependant, nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait, et la soif aussi. Heureusement, après 2 heures de marche, une jolie campagne s'offrit à nos regards, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénuement, nous étions point gens à y regarder de si près. Quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleines grappes dans les vignes vermeilles. Non loin, dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut à 2 touffes d'oliviers. « Ah » m'écriai-je, « un habitant de cette heureuse contrée !» C'était une espèce de petit pauvre, très misérablement vêtu, assez souffreteux, et que notre aspect parut effrayer beaucoup. En effet, demi-nus, avec nos barbes incultes, nous avions fort mauvaise mine, et, à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer les habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, Hans courut après lui et le ramena, malgré ses cris et ses coups de pied. Mon oncle commença par le rassurer de son mieux, et lui dit en bon allemand : « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ?» L'enfant ne répondit pas. « Bon, fit mon oncle, nous ne sommes point en Allemagne. » Et il refit la même demande en anglais. L'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. « Est-il donc muet ?» s'écria le professeur, qui, très fier de son polyglottisme, recommença la même demande en français. Même silence de l'enfant. « Alors essayons l'italien, » reprit mon oncle, et il dit en cette langue : « Dove noi siamo ?» « Oui, où sommes-nous » répétai-je avec impatience. L'enfant de ne point répondre. « Ah, ça !
Parleras-tu? S'écria mon oncle, que la colère commençait à gagner, et il secoua l'enfant par les oreilles. Come si nomma questa isola? Stromboli, répondit le petit pâtre, qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. Nous ne pensions guère à lui. Le Stromboli. Quel effet produisit sur mon imagination ce nom inattendu? Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologiques mémoires, dans l'ancienne Strongyle, où Éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes. Et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre. Et ce volcan dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. Stromboli, Stromboli, répétai-je. Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles. Nous avions l'air de chanter en chœur. Ah, quel voyage, quel merveilleux voyage! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre, et cet autre était situé à plus de 1200 lieues du Sneffels, de cet aride pays de l'Islande rejeté aux confins du monde. Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des zones glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne parut pas prudent. L'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous des démons vomis au sein des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour d'humbles naufragés. C'était moins glorieux, mais plus sûr. Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer. « Mais la boussole qui marquait le nord, comment expliquer ce fait ?» Ma foi, dis-je avec un grand air de dédain, il ne faut pas l'expliquer, c'est plus facile. Par exemple, un professeur au Joanneum qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. En parlant ainsi, mon oncle demi-nu, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le terrible professeur de minéralogie. 1 heure après avoir quitté le bois d'Olivier, nous arrivions au port de San Vincenzo, où Hans réclamait le prix de sa 13e semaine de service, qui lui fut compté, et de chaleureuses poignées de main. En cet instant, s'il ne partagea pas notre émotion bien naturelle, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos 2 mains et se mit à sourire. Chapitre 45. Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien. Mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Après 48 heures d'attente, le 31 août, un petit speronare nous conduisit à Messine, où quelques jours de repos nous remirent de toutes nos fatigues. Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord du Volturne, l'un des paquebots postes des messageries impériales de France, et 3 jours plus tard, nous prenions terre à Marseille, n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole. Ce fait inexplicable ne laissait pas de me tracasser. Le 9 septembre, au soir, nous arrivions à Hambourg. Quelle fut la stupéfaction de Marthe, quelle fut la joie de Graüben, je renonce à la décrire. « Maintenant que tu es un héros, me dit ma chère fiancée, tu n'auras plus besoin de me quitter, Axel. » Je la regardais, elle pleurait en souriant. Je laisse à penser si le retour du professeur Lidenbrock fit sensation à Hambourg. Grâce aux indiscrétions de Marthe, la nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était répandue dans le monde entier. On ne voulut pas y croire, et, en le revoyant, on n'y crut pas davantage. Cependant, la présence de Hans et diverses informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique. Alors, mon oncle devint un grand homme, et moi, le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà quelque chose. Hambourg donna une fête en notre honneur,
Une séance publique eut lieu au Joanneum, où le professeur fit le récit de son expédition et n'omit que les faits relatifs à la boussole. Le jour même, il déposa aux archives de la ville le document de Saknussemm, et il exprima son vif regret de ce que les circonstances, plus fortes que sa volonté, ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces du voyageur islandais. Il fut modeste dans sa gloire, et sa réputation s'en accrut. Tant d'honneur devait nécessairement lui susciter des envieux. Il en eut, et, comme ses théories appuyées sur des faits certains contredisaient les systèmes de la science sur la question du feu central, il soutint par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays. Pour mon compte, je ne puis admettre sa théorie du refroidissement. En dépit de ce que j'ai vu, je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale. Mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sous l'action de phénomènes naturels. Au moment où ces questions étaient palpitantes, mon oncle éprouva un vrai chagrin. Hans, malgré ses instances, avait quitté Hambourg. L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette. Il fut pris de nostalgie de l'Islande. « Farval », dit-il un jour, et sur ce simple mot d'adieu, il partit pour Reykjavik, où il arriva heureusement. Nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur d'Eder. Son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie, et certainement je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois. Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues. Les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes, qui furent commentés, discutés, attaqués, soutenus avec une égale conviction dans le camp des croyants et des incrédules. Chose rare, mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise, et il n'y eut pas jusqu'à M. Barnum qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haut prix dans les États de l'Union. Mais un ennui, disons, même un tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant pareil, phénomène inexpliqué devient un supplice pour l'intelligence. Eh bien, le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux. Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j'aperçus cette fameuse boussole et je me mis à l'observer. Depuis 6 mois, elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction! Je poussai un cri. Le professeur accourut. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-il. « Cette boussole. »« Eh bien. »« Mais son aiguille indique le sud et non le nord. »« Que dis-tu ?»« Voyez, ses pôles ont changé. »« Changé ?» Mon oncle regarda, compara et fit trembler la maison par un bond de superbe. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien! Ainsi donc, s'écria-t-il, dès qu'il retrouva la parole. Après notre arrivée au cap Saknussemm, l'aiguille de cette damnée boussole marquait le sud au lieu du nord. Évidemment. Notre erreur s'explique alors, mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles? Rien de plus simple. Explique-toi, mon garçon. Pendant l'orage sur la mer Lidenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole. « Ah !» s'écria le professeur en éclatant de rire. « C'était donc un tour de l'électricité ?» À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants, et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie Virlandaise abdiquait sa position de pupille, prit rang dans la maison de Konistras en la double qualité de nièce et d'épouse. Inutile d'ajouter que mon oncle fut l'illustre professeur Otto Lidenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des 5 parties du monde.